Nous sommes le 19 décembre, plus que 11 jours nous séparent de 2015, mais entre-temps, l'actualité continue sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. D'abord, les grands titres. Je vous emmènerai à la découverte d'un coin de la capitale. Plus précisément, nous irons au quartier Mpanga, situé dans la commune de Kimbantseke. Vous allez le voir, les conditions de vie de ce coin sont précaires, caractérisées par le manque d'infrastructures de base, le manque d'eau potable et d'électricité. C'est le dossier du journal. Et puis, il aura suffi 2 jours aux membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse pour élaborer un plan d'action triennal retraçant les grandes lignes qui devraient permettre de mieux mener le combat en faveur de la promotion et du développement de la jeunesse africaine. La rencontre s'est tenue ici sur place à Kinshasa. Et enfin, massacre à répétition à Beni dans le Nord Kivu, perpétré notamment par le mouvement rebelle des ADF. Ces derniers opéreraient en réseau et le gouvernement congolais met tout en œuvre pour démanteler ce réseau mafieux, sujet abordé au cours du point de presse du porte-parole du gouvernement. Bienvenue à tous. C'était le premier entretien entre le ministre de la Communication et des Médias et la presse depuis la publication du gouvernement de cohésion nationale. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la complicité de certains acteurs politiques congolais avec le mouvement rebelle ADF, auteur, je vous le rappelle, de plusieurs massacres à Beni. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Et aussi, le dernier discours de chef de l'État à la nation a été lors du débat de ce question-réponse. C'est un point de presse au cours duquel Lambert Mende Oumalanga a fait des révélations d'un réseau de complicité avec les ADF Nalo, auteur de plusieurs attaques meurtrières dans la région de Beni depuis quelques semaines. Je suis en mesure de confirmer que non seulement plusieurs personnes arrêtées à Beni appartiennent à des formations politiques qui ont pignon sur rue ou qui sont en voie d'extinction. Citons certains groupes Maïmaï, citons le M23, citons le RCD-KML de M. Moussa Nyamwisi. Premier point de presse du porte-parole du gouvernement de cohésion nationale, Lambert Mende évoque ici des priorités de la nouvelle équipe gouvernementale. 1. Consolider la paix. 2. Appliquer les recommandations des concertations nationales. 3. Mettre en œuvre le processus de décentralisation. 4. Appuyer l'organisation des élections. 5. Améliorer les conditions sociales des populations. 6. Enfin, poursuivre la reconstruction du pays. Le ministre de la Communication et des Médias a également fait allusion à la dernière adresse du chef de l'État à la nation. Et c'est le lieu d'informer les donneurs de leçons que ce qui s'est passé au Palais du Peuple le 15 décembre ne procède pas d'un hasard manipulable à volo, même par le président. C'est sur pied de l'article 77 de la Constitution que le président de la République démocratique du Congo prononce une fois par an devant l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, un discours sur l'état de la nation. Mesdames, Messieurs de la presse, ce discours sur l'état de la nation est destiné au peuple congolais. D'abord, l'identification des Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Une première, Etienne Tshisekedi Moulumba s'est également invité à ces points de presse dans des propos contradictoires qu'il avait tenus au sujet du recensement et de la création de l'Office national d'identification. Et justement, toujours en rapport avec ces massacres à répétition à Beni, la communauté nandé, victime également de cette barbarie, appelle tous ses membres à une méditation en faveur des décédés de ce massacre. C'est l'essentiel à retenir de la déclaration de cette communauté majoritaire du Nord Kivu, rendue publique ce vendredi à Goma. Des précisions avec Patrick Saloua, notre permanent dans la région. Indigné par les massacres en répétition dans la région de Beni, les Nandais vivants à Goma pensent qu'il est temps que ce cycle infernal puisse s'arrêter. Dans leur déclaration lue par Télésphore Karondé, président de la communauté Nandais vivant à Goma, en leur lieu coutumier appelé Kanda, ces derniers appellent la communauté internationale via la MONUSCO et le gouvernement congolais de prendre les mesures qui s'imposent pour une solution urgente à Beni. Nous, membres de la communauté Nandais
de Goma. Sommes consternés par les massacres scrapuleux et ignobles perpétrés à Beni depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour. Ainsi, demandons au gouvernement de s'impliquer et de s'acquitter de son devoir régalien en imposant la sécurité dans ces entités en vue de mettre fin à cette série de massacres. Recommandons à la MONUSCO de mettre en application l'objet de sa mission avec plus d'engagement et de détermination aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo afin de ramener rapidement la paix dans la région meurtrie. À tous les Nandais éparpillés sur la planète Terre, le message est on ne peut plus clair. Demandons aux membres de la communauté Nandais, où qu'ils se trouvent, de passer la Noël et la bonne année dans la prière et la méditation en guise de compassion aux malheurs qui frappent nos frères et sœurs du territoire et de la ville de Beni. Réitérons notre entière collaboration et notre indéfectible soutien aux autorités tant nationales que provinciales dans la recherche de la solution durable à cette situation dramatique. Au regard de cette déclaration et du dialogue social qui se tient depuis mercredi à Beni, les observateurs pensent que les Nandais, connus comme peuple pacifique, veulent à tout prix qu'avant 2015, la solution sur les tueries de Beni soit trouvée. Clôture des assises de la rencontre du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal. 2 jours durant, les participants venus des pays africains membres ont élaboré un plan d'action triennal qui devrait ainsi permettre de mieux mener des plaidoyers en faveur de la promotion du développement des jeunes sur le continent africain. Patricia Panzo pour le reportage. Durant 2 jours, les membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse se sont réunis à Kinshasa en vue d'élaborer et valider le plan d'action 2014-2017 de cette organisation. Après avoir analysé les problèmes qui affectent la promotion et le développement de la jeunesse africaine, notamment le chômage, la pauvreté, la criminalité et la violence, 10 points prioritaires ont été retenus par les participants afin de relever les défis. Paix et sécurité, environnement, communication et technologie de l'information et de la communication, éducation, genre et citoyenneté, développement organisationnel et institutionnel, emploi et entrepreneuriat des jeunes, sport et culture. Un plan d'action triennal qui va permettre à cette organisation de mener des activités pour la promotion de la jeunesse et du continent. Nous nous sommes dotés d'un plan d'action triennal dont les activités proposées, sans nul doute, vont contribuer à la promotion de la jeunesse africaine. Nous promettons également à entretenir le dialogue entre nos dirigeants dans différentes rencontres sur le plan continental. Nous n'allons pas seulement focaliser sur leurs revendications, mais aussi nos devoirs étant leaders de jeunes Africains. L'Union panafricaine de la jeunesse compte également sur le soutien et les cotisations des États membres de l'Union africaine, ceci afin d'atteindre des objectifs assignés. Allez, dans un tout autre registre, premier face-à-face depuis l'installation du nouveau gouvernement de cohésion nationale, et c'est celui du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Omer Ngouaké, qui était face à ses agents et cadres de commun accord. Ensemble, ils se disent prêts à relever les défis auxquels ils seront confrontés. C'est un jour pas comme les autres pour les agents et cadres du ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, car c'est la première fois qu'ils sont entretenus avec le nouveau ministre, une semaine après sa nomination. C'est un bon père de famille que ce dernier s'est disposé pour une première prise de contact avec les cadres et agents de son ministère. Un premier contact avec mon administration. Pourquoi ? Pour leur rappeler qu'il avait plu au président de la République de me mettre à la tête de ces ministères pour des missions précises. Et parce qu'il a plu au président de la République de le faire, je ne saurais accomplir ma mission seul. Il faudra l'appui de l'administration. C'est comme ça que je les ai approchés. D'aider, il fallait échanger. Il fallait échanger avec eux sur l'état de lieu du ministère. Vous avez compris que
ces échanges étaient sans tabou. Je suis sorti heureux parce qu'on a parlé dans une convivialité sans précédent. Avec près de 2630 agents à gérer, le nouveau ministre a du pain sur la planche pour mettre tout le monde d'accord et comme un bon manager, Omer Egwake se dit prêt à donner le meilleur de lui-même pour une bonne gestion de son portefeuille afin de redorer son image. C'est la fin de l'année et l'heure est à présent au bilan, mais également aux perspectives de l'an qui s'annonce. Pour ce faire, le ministre des Infrastructures, Fridolin Kasoshi Musoka, a réuni tous les directeurs généraux des structures sous sa tutelle pour la cause. Il en a profité également pour faire une visite d'inspection dans la commune de Ngaliema. Élisée Bilonda pour le reportage. 2015 arrive à grands pas. L'heure est à la mise en place des stratégies pour relever les défis dans tous les secteurs de la vie nationale en 2015. Dans les secteurs des infrastructures routières, Fridolin Kasoshi Musoka fait un rappel des troupes. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a réuni pour la cause tous les directeurs généraux des structures pérennes ainsi que leurs adjoints pendant 3 heures. Nous avons d'abord commencé par remercier le chef de l'État d'avoir renouvelé la confiance au ministre des ITPR en le reconduisant à la tête du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Nous avons aussi félicité le ministre pour sa reconduction. Cette reconduction n'est qu'une confiance méritée dans le travail abattu, dans un environnement où les moyens financiers sont très difficiles. Nous avons suivi la communication du ministre qui a consisté essentiellement à décrypter le discours du chef de l'État et nous démontrer qu'il y avait des défis à relever et nous donner des orientations par rapport au programme 2015 et 2016, comment nous devons conduire les affaires de l'État. Et puis nous avons passé en revue ce qu'a été les activités en 2014. Ce n'est pas une autosatisfaction, mais dans l'ensemble, nous sommes rendus compte que les missions ont été quand même accomplies. Et pour 2016, il y a le programme qui est fait. Donc il ne reste que la mise en œuvre que nous allons démarrer déjà dès le mois de janvier. Juste après la réunion, le ministre et sa suite ont visité la commune de Ngaliema où il se pose un problème des drainages en cette saison des pluies. Et pour cause, la mauvaise utilisation des caniveaux par le riverain. Des travaux d'urgence y seront effectués pour pallier cette situation. Fridolin Kasoshi Musoka achève sa visite au site érosif du Kanchachi où les travaux évoluent à pas des géants. 13 000 m3 de terre ont déjà été apportés. Il ne reste plus que des travaux qu'effectueront les génies civils, a expliqué Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général ad intérim de l'Office des voiries et drainage. Les festivités du Nouvel An se dérouleront plutôt bien pour ces 972 cadres retraités du ministère de l'Environnement et Développement durable. Ils sont bien évidemment concernés par l'opération de paiement de leurs frais de retraite, opération dont le lancement officiel est intervenu ce vendredi en présence du ministre de l'Environnement et son collègue en fonction publique. Bienvenue, Liota est au micro d'Alain Boma. Dans ce processus de la mise à la retraite, une première phase a concerné 1701 agents de collaboration et d'exécution dont les listes ont été publiées au journal officiel du 16 mars 2011. Leurs indemnités de fin de carrière ont été versées totalement grâce à une subvention obtenue à cet effet de la Banque mondiale. 972 cadres de commandement du secrétariat général à l'environnement et développement durable ont été mis à la retraite. Notre présence en ces lieux constitue donc l'aboutissement heureux d'un processus qui a été certes long, mais qui consacre la reconnaissance de bons et loyaux services rendus à la nation par les cadres bénéficiaires ici présents. Allez, venons à présent à cette rencontre qui était organisée ce vendredi entre la Société civile de la République démocratique du Congo et la structure VVF sur la gestion durable des forêts et l'amélioration de l'aménagement durable des forêts en République démocratique du Congo. Les communautés locales ont un grand rôle à jouer dans la gestion durable de forêts. Le renforcement de leurs droits et le caractère obligatoire de leur engagement s'avèrent donc très attendus. La rencontre tenue ce vendredi entre la société civile de la République démocratique du Congo et VVF en avait pour but. Des assises au cours desquelles l'amélioration de l'aménagement durable de forêts était au centre des discussions.
Une occasion propice pour présenter le rapport de suivi forestier 2013 à la société civile. Le rapport a relevé que, de façon générale, qu'il reste encore du travail à faire pour améliorer l'aménagement durable des forêts. Cependant, il y a eu beaucoup d'avancées en matière de, je pourrais dire, en matière sociale en RDC. Moi, je suis dans le secteur de l'environnement et de la forêt déjà depuis quelques années en RDC. Et pour avoir vu les débuts, je peux dire qu'on a fait quand même un pas de géant vers l'aménagement durable et particulièrement vers la prise en compte des aspects sociaux. L'implication de médias serait d'une grande importance afin de faire connaître et sensibiliser les publics sur les principales préoccupations et comprendre les enjeux de la conservation. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal, la Commission africaine pour la supervision des élections CAS, plateforme regroupant 63 réseaux et organisations de la société civile congolaise spécialisée dans l'éducation civique électorale, l'observation électorale, la formation et la sensibilisation de la population au niveau tant national qu'international, vient de clôturer un atelier d'évaluation du processus électoral qui s'est étendu sur 3 journées d'échanges participatifs du 17 au 19 décembre 2014 à son siège situé sur la première rue limitée résidentielle dans la ville de Kinshasa. Ces assises d'une haute portée électorale, il faudra le dire, ont permis aux organisations membres de la CAS de scruter l'ensemble du processus électoral dans ses différentes phases de mise en œuvre afin de mieux articuler les responsabilités liées précisément à plusieurs points. Vous en aurez l'intégralité à la fin de ce journal. Le dialogue social de Béni dans le Nord Kivu se déroule en toute sérénité. La déclaration est du ministre provincial ad intérim de l'Intérieur devant la presse ce vendredi à Béni. Anselme Kikaya indique que certains infiltrés dans le dialogue exclusivement aux notables de Béni et Butembo ont été interpellés par les services compétents. Erika Smoussi pour plus de détails dans cette correspondance. Troisième journée, c'est vendredi. Les participants font la mise à commun de travaux de carrefour de la deuxième journée. Le représentant du gouverneur des provinces à ces assises, le professeur Anselme Kitakia, ministre provincial de l'environnement et faisant l'intérim de son collègue de l'intérieur, donne quelques précisions. Globalement, les travaux évoluent bien et pour nous, ça nous fait plaisir justement d'avoir toutes ces contributions de ceux qui sont venus participer à ce dialogue. Ça permet finalement de réfléchir sur les causes de la crise profonde qui déchire le territoire et la ville de Béni, et plus particulièrement la question des kidnappings et la question des massacres. Pendant que les travaux avancent suffisamment, l'opinion reste curieuse sur l'absence du gouverneur des provinces, Julien Paloukou. À cela, voici les éclaircissements faits par son représentant, le ministre Anselme Kitakia. J'ai attendu des spéculations autour de sa non-présence. Je dois informer la population et préciser l'opinion que le gouverneur suit auprès. Il suit auprès de cette activité. Minute par minute, heure par heure, il se renseigne comment ça évolue. Dans ces assises, quelques personnes ont été interpellées. Pour quel fait? Il y a eu des personnes qui ont été appelées à fournir quelques informations parce que, infiltrées dans la réunion, il y a eu des indices, suivant leurs témoignages, suivant leur participation, qui ont requis qu'on puisse les interroger par rapport à certaines de leurs déclarations, notamment. Il s'est agi d'une personne qui est arrivée, mais qui s'est présentée tantôt comme représentant de la jeunesse, tantôt comme représentant de l'ANR, c'est-à-dire le service de l'enseignement, mais aussi comme représentant du Kéanda, attendez par là le groupe coutumier Nande. Et de ce point de vue, on a estimé que lorsqu'on se présente suivant 3 identités, l'appartenance à 3 groupes, ça crée un flou qui demande quand même qu'on puisse investiguer là-dessus. Notez que les travaux de ces assises de la société civile seront clôturés ce samedi 20 décembre 2014. Et puis cette information d'hors de nos frontières à lire dans afrique.com, face à l'incapacité de l'armée de les protéger contre Boko Haram qui commet régulièrement des attaques et massacres dans le nord du pays, des jeunes villageois se sont constitués en milice pour combattre le groupe armé. Note le journal, Boko Haram a ensanglanté le nord du Nigeria. Il ne se passe plus une semaine sans que le groupe terroriste n'y commette pas des attaques ou massacres à grande échelle. Les populations de la région vivent dans la terreur quotidienne, d'autant que l'armée ne parvient toujours pas à mettre un terme
terme aux actes sanglots de Boko Haram, renchérit le tabloïd. Et face à l'incapacité des autorités à trouver donc une solution définitive contre le groupe armé à Ngumsuri, des jeunes villageois se sont constitués en milice pour protéger leur village de la secte. On les nomme les Civilian JTF. Et depuis près d'un an, malgré leurs faibles moyens logistiques, les Civilian JTF se sont substitués à l'armée dans plusieurs zones du nord-est du pays où les attaques de Boko Haram sont récurrentes. Je l'annonce à l'ouverture de ce journal. Le dossier du jour nous emmène à Panga. Nous sommes dans la commune de Kimanteke, une cité mise à part avec une situation de vie assez précaire caractérisée par le manque d'infrastructures de base, notamment pas d'eau potable, d'électricité ni de route. Cédric Ebondo et Blaise Mwangi se sont rendus sur les lieux. Nous sommes à la partie périphérique de Kinshasa. La commune de Kimbanteke est située à quelques kilomètres du centre-ville. Ici, au quartier Panga, autrement dit Kambamulumba, la population démunie fait face au manque d'infrastructures de base, ce qui ne rend pas aisé le quotidien. On vivra vraiment dans la misère. Vraiment, on vivra dans une situation qui ne pas assez. Parce que tout ça n'a pas été, tout ça n'a courant. C'est pénible ici. Nous vivons dans des conditions misérables. Nous manquons de l'eau potable, du courant et la cité est vraiment enclavée à cause du manque de routes. Un autre problème, c'est que les puits nous servent de réserve en eau avec tous les risques qu'on y court, témoigne cet homme. Pour cuisiner, la population recourt aux morceaux de bois et à la braise, un mal nécessaire car nocif à la santé. Ce sont de pratiques déconseillées pour la protection de l'environnement car elles contribuent à la pollution. Il n'y a pas d'électricité. Pour cuisiner, nous nous débrouillons avec les bois et les braises. La pluie, une vraie controverse. Au-delà de la peine et de la désolation qu'elle cause à son passage, elle s'avère indispensable pour l'approvisionnement en eau. L'opération est rendue possible grâce à ce que les habitants appellent communément Kelo. Ce que vous voyez de l'autre côté s'appelle le Nkelo. Il nous aide à nous approvisionner en eau. Une fois qu'il pleut, ces eaux sont récupérées par ce récipient que vous voyez, pour chuter dans le tonneau que nous mettons juste en dessous. C'est une eau que nous consommons sans filtrer ni désinfecter faute de moyens, dit ces jeunes hommes. Les robinets et les ampoules qui devraient servir pour le premier à l'accès à l'eau potable et les seconds à l'éclairage de la cité pendant l'obscurité ne sont réduits qu'à de simples décors. Visiblement, les habitants de cette contrée ont développé un mode de vie tout à fait particulier, contrastant à ce qu'on appellerait révolution de la modernité, tant décriée. Au sortir de cette partie de Kinshasa, on aurait l'impression de quitter une ville pour une autre, alors que nous sommes juste à la capitale. À Panga, le mental de certains habitants ne tire plus qu'aux simples moyens de subsistance pour l'essentiel, au détriment d'une vision de développement durable, gage de l'émergence d'une nation. Outre son immensité géographique, avec une superficie de près de 237,78 km² et la qualité de son sol pour les activités agricoles, Kimbanteke ploie sous le joug de la précarité et de pauvreté. Une situation qui devrait interpeller la conscience de tous et de chacun. Et voilà qui met un point final à cette édition d'actualité qui est également continue sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve demain.